Octobre rose, c'est le mois dédié au dépistage du cancer du sein, un cancer qui touchera une femme sur 8 au cours de sa vie. Plus de 60 000 cas sont diagnostiqués chaque année dans notre pays. Des chiffres impressionnants, mais la mortalité liée à ce cancer, elle, diminue. 1,5 point par an. Résultat, le cancer du sein, c'est aujourd'hui 87% de survie à 5 ans. Des progrès réels tant au niveau du dépistage que de la prise en charge médicale de la maladie. Mais beaucoup reste à faire pour réduire encore cette mortalité et l'impact du cancer sur la qualité de vie des femmes. Il faut aussi mieux comprendre l'origine de cette maladie, notamment quand elle touche des jeunes femmes. Et puis lutter contre les inégalités et les disparités qui existent dans la prise en charge de ce cancer et que l'on ne peut admettre. Cela, ce n'est pas moi qui le dis, c'est notre invité, le professeur Anne-Vincent Salomon. Anne-Vincent Salomon, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, pathologiste, chef du pôle de médecine diagnostique et théranostique de l'Institut Curie à Paris et depuis peu, vous dirigez l'Institut des cancers des femmes qui vient d'ouvrir ses portes, une structure qui regroupe l'Institut Curie, l'Université Paris Sciences et Lettres et l'INSERM. Alors, avant de parler de cancer du sein directement, un mot sur cet institut. C'est quoi son défi? Est-ce qu'avant tout, c'est de réduire le nombre de décès liés au cancer du sein et au cancer gynécologique, ovaire, utérus? Absolument. Un institut hospitalo-universitaire entièrement dédié au cancer des femmes, du sein et les cancers gynécologiques, ovaires, endomètre, cancer du col, de la vulve, du vagin. Et notre objectif est vraiment bien de mieux comprendre la biologie de ces cancers pour mieux les prévenir et guérir encore plus de femmes. Donc un véritable impact pour les femmes. Absolument. Et c'est co-construit, comme vous l'avez dit, avec l'INSERM, l'Université Paris Sciences Lettres et l'Institut Curie, mais également, depuis le début de la réflexion, co-construit avec les patientes, les soignants, infirmiers qui travaillent à nos côtés et avec qui nous travaillons et qui innovent aussi beaucoup en santé, et médecins et chercheurs. Donc c'est pluridisciplinaire. Énorme tâche, mais évidemment, Oui. on souhaite beaucoup de courage et de réussite dans cet institut. Merci. Parlons de ces femmes, des femmes à qui on annonce un cancer du sein, des ovaires ou d'un autre organe. C'est la vie qui bascule. Écoutez ce témoignage, c'est celui d'une jeune femme, journaliste à Radio France. Clémentine Vergniaud avait 30 ans quand on lui a diagnostiqué un cancer des voies biliaires. Elle a témoigné de son combat dans un podcast « Ma vie face au cancer ». Et voilà sa réaction quand on lui annonce sa maladie. C'est à la fois très dur et en même temps très délicat comme moment. À la fois, ça répond à mes questions et en même temps, ça ouvre une période d'incertitude qui n'est pas facile à gérer. Parce que le soir même, on se dit « Oh là là, mais est-ce que je vais mourir? Est-ce que mes cheveux vont tomber? Est-ce que je vais faire de la chimio? Est-ce qu'on va m'opérer? Qu'est-ce qui va se passer, quoi ?» On a 1 milliard de questions et d'incertitudes dans la tête. Et vraiment, on ne sait pas où on va, quoi. Clémentine Vergniaud est morte le 23 décembre 2023. Après s'être battue plus d'1 an et demi contre ce cancer, les éditions Radio France et Seuil viennent de publier « Ma vie face au cancer », livre tiré de son podcast qu'elle avait fait en fait pour mieux faire comprendre ce que traversent les malades. On entend dans ses propos la difficulté à entendre ce diagnostic, le sentiment d'injustice fréquent qu'ont les patients. On parlait de progrès et on va en parler pendant toute cette émission. Est-ce qu'on a progressé dans cette annonce? Oui, on sait bien que pour les soignants, pour les médecins qui reçoivent les patients, ça va être un moment répété à de nombreuses fois dans une matinée de consultation, des matinées de consultation qui durent souvent au-delà des horaires prévus, bien sûr parce qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Et mes collègues qui décrivent tous en fait cet état de sidération que les patientes ressentent, la compréhension de ce qui est donné comme information est très limitée, en fait, tellement la sidération est grande. Et on essaye d'accompagner à l'Institut Curie cette annonce par l'accompagnement grâce à des consultations d'infirmières qui, elles, vont pouvoir reprendre les éléments partagés par le médecin avec le patient. Et en fait, on incite les personnes qui viennent consulter à prendre des notes, à enregistrer, à réécouter, à venir à À deux. deux, c'est ça. On ne va pas entendre la même chose. Et pour avoir été aussi accompagnante, on se rend bien compte que même médecin, quand on passe du côté de l'autre côté, on n'a plus toutes nos capacités de compréhension à jour, puisque il y a un terme qui fait peur et on veut chercher à réduire cette peur. Le mot cancer égale trop souvent mort. Or, dans l'immense majorité des cas,
Non, ce n'est Euh, plus ça. Alors justement, bon, là, je rappelle que Clémentine souffrait d'un cancer des voies biliaires, qui est un Voilà. cancer rare et souvent très grave. Oui. Concernant le cancer du sein, le fait que l'on guérisse quand même de plus en Oui. plus de femmes qui en sont atteintes, est-ce que c'est important pour cette annonce? Ça vous permet quand même de modifier la façon de le dire? Ça accompagne. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le diagnostic du cancer du sein peut être pressenti ou compris par la patiente dans le cabinet du radiologue. Et donc, il y a déjà une espèce de prise de conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ensuite, les mots vont être mis sur la maladie elle-même au moment de l'annonce par le chirurgien, dans la plupart du temps, pour le diagnostic de la maladie au tout début de Mhm. l'histoire. Et là, ce qui est formidable, c'est que les collègues chirurgiens vont pouvoir expliquer ce qu'ils vont faire pour soigner, pour bloquer cette maladie. Là où c'est plus compliqué, c'est pour mes collègues oncologues médicaux qui, eux, vont souvent avoir à annoncer la récidive de la maladie ou la maladie Ça. métastatique. Et en matière de cancer du sein, c'est vraiment les métastases qui mettent en jeu le La vie du patient. pronostic. Voilà, la vie. Et c'est là où ça va être très important que les patientes puissent comprendre le traitement qui va être mis en place. Et c'est vrai qu'il y a toujours un délai entre la suspicion de métastase ou la suspicion de récidive et l'annonce du diagnostic. De la même façon, au tout début de la Bien maladie, sûr. pourquoi? Parce qu'il y a l'analyse des prélèvements des tissus, la biopsie que fait le Pour radiologue. analyser les cellules Et pour voilà, savoir exactement voilà, de quel cancer il exactement, s'agit et est-ce que c'est bien un cancer. exactement. Et ce temps-là, on ne peut pas le réduire. Alors c'est le métier que je fais C'est exactement, très ça. précisément, le métier de pathologiste. Et là, on a un temps incompressible de 3 ou 4 jours, 5 jours pour avoir absolument toutes les immunohistochimies, toutes les Oui, caractéristiques de la tumeur, la carte d'identité de la tumeur. Et ça, la rapidité en la matière n'est pas forcément synonyme de bien sûr. qualité, mais en termes de qualité de vie, on C'est sait très bien lourd. que ça compte énormément. Clémentine évoque dans le son qu'on vient d'entendre son mode de vie qui était sain, d'où son incompréhension face au diagnostic. On va revenir sur ce sujet, mais d'abord on va rester sur ces progrès qui ont conduit donc à une baisse de la mortalité, des progrès qui doivent être accessibles à toutes. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère d'Ancos. Carnet de santé donc consacré aujourd'hui au cancer du sein, un cancer fréquent, grave, mais dont le pronostic ne cesse de s'améliorer. On rappelle qu'il touche plus de 60 000 femmes tous les ans et 500 hommes. Pour en parler, donc, professeure Anne-Vincent Salomon, pathologiste à l'Institut Curie, directrice du tout nouvel Institut du cancer des femmes. Alors, je le disais, Octobre Rose, c'est le mois où l'on parle dépistage du cancer du sein, un dépistage qui passe par l'autopalpation et par la mammographie. Cet examen, la mammographie, il faut être clair, elle permet de détecter des tumeurs très tôt, ce qui va améliorer clairement le pronostic. Oui, et malheureusement, moins de 50% des femmes invitées à y aller, hein, entre 49 ans et 74 ans, vont se faire dépister. Or, c'est Et on vrai, précise que c'est dans ce oui, cadre-là, gratuit, sans absolument. avance de frais, pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Absolument. Et c'est une chance. Et il faut essayer autant que possible d'y aller. Mais il est vrai que certaines femmes sont éloignées des cabinets de radiologie ou n'ont pas envie de se soumettre à ce dépistage. Ça revient tous les 2 ans. Finalement, 2 ans, ça passe vite. Mais ça sauve la vie. Et ça sauve la vie. Une tumeur, une petite tumeur, parce qu'il n'y a pas un cancer du sein, mais plusieurs formes biologiques de cancer du sein avec des pronostics différents. Mais une chose est certaine, une tumeur de petite taille, c'est-à-dire de moins de 1,5 cm et de très bons pronostics, et surtout, en plus, quand elle n'a pas touché les ganglions sous le bras. Et c'est des tumeurs qu'on ne détecte pas forcément à la main soi-même. Exactement. Tout dépend de la taille de ses seins, Bien bien sûr. sûr, mais la majorité des tumeurs de petite taille sont visibles sur les examens radiologiques et pas à l'examen clinique. Et comment on peut améliorer ces chiffres et faire que les femmes qui n'y ont pas accès, qui sont parfois les plus défavorisées, puissent y avoir accès et avoir les mêmes chances que les autres? Alors, les données sont un peu complexes à comprendre, et là, on a besoin de recherches en épidémiologie, en géographie de la santé pour comprendre, parce que dans les Hauts-de-France, par exemple, le taux de femmes qui vont au dépistage est assez bon. Mais finalement, on pense qu'il y a ensuite un gap entre l'accès au traitement
ou ensuite, une fois que le parcours de traitement est commencé, On va parler de ces ça inégalités continue dans à la monter. prise en charge. Voilà. Mais déjà sur l'accès à la mammographie, il faut Oui, aller les alors chercher, il faut avoir des camions Alors, mobiles. oui, alors il y a eu des initiatives soutenues par l'association Ruban Rose, entre autres, dans la région Normandie, avec des mamas mobiles, mais ça ne résout pas non plus tout le problème, parce qu'il faut monter dans le camion pour aller faire sa mammographie. Donc, vraiment, il faut que les femmes aient conscience du fait que, oui, ça va être un moment désagréable, parce que le sein est comprimé le temps de l'examen, mais l'examen est bref et il permet de dépister les formes les plus précoces de cancer qui sont tout à fait associées à un bon Alors, pronostic. il y a eu une polémique quand même, qui est relayée d'ailleurs par certains médecins, très clairement, qui dit que la mammographie en fait est un peu sournoise et dangereuse parce que finalement elle détecterait des tumeurs qui n'évoluent cancéreuses certes, mais ou non cancéreuses, mais qui n'évolueraient pas et qui n'entraîneraient pas la mort. Donc finalement, c'est sur diagnostic, il ne faut pas les faire, donc il ne faut pas faire de mammographie. Oui, alors ça, ce sont des propos qui en fait ne tiennent pas la route dans la mesure où une tumeur, même de biologie tranquille, qui effectivement, il y a plus de cancers à biologie tranquille qui sont diagnostiqués par la mammographie, soit les formes très précoces, précancéreuses in situ, ou les cancers de In situ, petites. c'est-à-dire que ça reste dans la Car- glande mammaire. Hein. Ça reste dans la glande mammaire, dans l'arbre de la glande Mhm. mammaire. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les traitements sont ajustés en fonction. Et d'aller se faire opérer un matin et d'avoir 3 semaines de radiothérapie, ou même dans certains cas, pas de radiothérapie, le traitement est court, efficace et on n'en parle plus. Donc les personnes qui militent contre la mammographie n'ont aucune rationnelle biologique réelle. C'est important parce que ça freine beaucoup de femmes, il faut le dire. Près de 80% de ces cancers se développent après 50 ans, ce qui veut dire que 20% apparaissent avant. Les plus jeunes ne sont pas concernés par ce dépistage organisé puisqu'ils commencent, vous l'avez dit, à 49 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va voir le gynécologue, on va voir la sage-femme ou le médecin généraliste. On sait bien qu'il y a un problème d'accès aux médecins en France. Mais alors ensuite, il y a aussi l'autopalpation, qui est de connaître l'examen de ses seins et au moindre changement, d'aller consulter. Néanmoins, Vous effectivement, dites, bon, parce que ça permet quand même de retrouver certaines tumeurs, mais il y en a beaucoup qui passent à l'as, il faut être clair. Hein. voilà. Et si C'est on pas un commence... blanc-seing, en tout cas, Non. c'est clairement, c'est pas parce qu'on n'a rien Exactement. senti qu'on va pas se faire dépister. Exactement. Mais c'est vrai que si on sent une boule dans son sein, alors il faut absolument aller consulter, même si cette boule, dans l'immense majorité des cas, quand on est jeune, est une tumeur bénigne. C'est vrai que ce mot tumeur est moche, mais on peut mettre le vrai mot, fibroadénome, adénofibrome, c'est des mots que peut-être nos auditrices auront entendus déjà. Et ces petites boules, elles sont tout à fait bénignes, mais il faut encore le prouver, donc aller faire une petite biopsie pour le savoir. Alors, on pense souvent que tous les cancers du sein qui surviennent chez les femmes jeunes sont héréditaires, donc liés à une altération de certains gènes, ce qui presque rassure un petit peu les femmes qui disent bah, si je ne suis pas dans ce risque-là, bon, je risque rien avant au moins 50 ans. Ça ne concernerait que 20% de ces jeunes femmes. Comment on explique tous les autres cas de femmes jeunes qui ont un cancer du sein? Excellente question. C'est un des grands projets de recherche que nous menons à l'Institut des cancers des femmes, porté par Christelle Collas et Marc-Henri Stern. En fait, il faut déployer d'autres méthodes d'analyse du génome. Alors, il faut bien que les gens comprennent, ceux qui nous écoutent, que là, on va aller analyser l'ADN constitutionnel, c'est-à-dire extrait du sang, on va extraire l'ADN et rechercher une prédisposition. S'il n'y a pas une mutation sur les gènes qu'on connaît maintenant, BRCA1, BRCA2, PALB2, on va essayer d'aller comprendre s'il y a déjà d'autres gènes impliqués que l'on n'a pas encore décrits ou bien d'autres types d'altérations de l'ADN qui ne seraient pas des mutations, comme par exemple des modifications épigénétiques, la méthylation de l'ADN peut-être, ou d'autres stratégies d'anomalie de l'ADN non visibles simplement par le séquençage classique. Ça, c'est vraiment le travail de l'Institut dans les années à venir. Exactement. Là, on s'est mis au travail et on espère trouver rapidement. Sans rentrer dans les détails des progrès médicaux et chirurgicaux pour prendre en charge ces femmes, qui sont essentiels, mais c'est assez technique, ce qui est important aujourd'hui, c'est non pas que l'on traite les cancers du sein, mais un cancer du sein et même le cancer de la patiente. L'extrême personnalisation aujourd'hui du traitement, c'est un progrès essentiel. C'est là-dessus qu'il faut encore travailler. On traite cette femme-là qui a son cancer du sein à elle. Oui, absolument. Bien sûr que nous allons classer la biologie de la tumeur dont souffre notre patiente. Mais ensuite, qu'il s'agisse d'une femme jeune ou d'une femme de plus de 70 ans, les questions sont complètement différentes. La biologie
du corps, la physiologie, le métabolisme d'un corps d'une femme de 35 ans, de 30 ans, n'a rien à voir avec celui d'une femme de plus de 70 ans. Donc là aussi, nous avons des projets de recherche portés par Florence Coussy, Anne-Sophie Ami-Petit, Valérie Laurence, qui s'occupe même des adolescents et des jeunes adultes avant 25 ans, pour essayer de déployer des parcours de soins ajustés à ces femmes qui, elles, sont soit étudiantes, soit commencent un emploi, qui veulent préserver leur fertilité, préserver une vie sexuelle épanouie, et se traiter de façon la plus juste possible pour leur cancer. Donc on va vraiment renforcer l'existant, l'améliorer, l'organiser encore mieux, et ceci grâce à du travail main dans la main avec des infirmières qui accompagnent ces parcours. Quotidien. Voilà. Et ensuite, à l'autre extrême de la vie, la physiologie est complètement différente. Le métabolisme des médicaments va être différent. Donc, il y a des pharmacologues, Manon Launay en l'occurrence, qui va se mettre à travailler sur comment on ajuste les chimiothérapies. Et on a, nous, un médecin qui, depuis très longtemps, le docteur Étienne Brun, s'intéresse à les spécificités, ajuster les traitements aux femmes de plus de 70 ans, qui sont exclues des essais cliniques dans l'immense majorité des cas. On parle des progrès, de la recherche, le progrès dans tous les domaines, chirurgie, rayons, chimio, immunothérapie, thérapie ciblée. Est-ce que dans tout ça, l'intelligence artificielle a sa place actuellement et dans les années à venir, et dans quel domaine, plus le diagnostic, plus le traitement? C'est passionnant ce qui se passe actuellement. En radiologie, nos collègues sont déjà digitalisés, numérisés. On voit bien que les radiologues n'ont plus de radio avec le papier radio là, transparent qui regardait au négastoscope. Donc les radiologues et les médecins nucléaires qui vont aller faire le bilan de l'extension de la Chercher maladie, des métastases. voilà, pour aller chercher les métastases, déploient des outils d'intelligence artificielle pour non seulement analyser la tumeur et ses métastases, mais aussi, encore une fois, le métabolisme du corps, puisqu'il y a plein d'infos qui peuvent venir de la moelle osseuse, du foie, etc. Donc eux, les radiologues et les médecins nucléaires, ont des outils d'IA, et on a un gros labo porté par Irène Buva qui va déployer ces outils de radiomique et d'intelligence artificielle. Les pathologistes, on est en train de se digitaliser. Nous, on est digitalisés même depuis 2 ans à l'Institut Curie, et les images numériques de lames des coupes histologiques deviennent des objets mathématiques, en fait. Ce sont des objets numériques, et sur lesquels on peut analyser l'image avec les maths. Donc, on a toute l'école des mines, les chercheurs de prairies. En France, on a quand même des mathématiciens hors pair en IA. Donc, ce qu'on cherche à faire, c'est prédire, par exemple, le statut de mutation BRCA1 et BRCA2. Les gènes de prédisposition au cancer du sein. Dès la coupe histologique diagnostique. Donc ça, c'est pas de la science-fiction. On est en train de travailler à le mettre au quotidien sur nos ordinateurs de diagnostic. Ensuite, l'IA aide les collègues radiothérapeutes à mieux prévoir. Donc ceux qui vont prescrire les rayons. Ceux qui prévoient les rayons. Là, c'est un champ de progrès fantastique, puisque on a des chercheurs qui ont inventé la flash-thérapie à l'Institut Curie. Et c'est très bien, il y a plusieurs établissements de santé qui sont en train de développer cette stratégie. Alors, c'est des thérapies très courtes, très forte dose. Alors, c'est pas pour le cancer du sein tout de suite, oui, mais pour des métas ou d'autres types de cancers, justement. Et puis, l'IA va aider, par exemple, au diagnostic des métastases d'origine inconnue. Ma collègue Sarah Watson a mis au point un algorithme qui va analyser les données biologique du transcriptome, c'est-à-dire les gènes exprimés par les cellules tumorales, et on va aller les comparer à dans plein d'autres bases de données pour retrouver l'origine de la tumeur. Parce que longtemps, et aujourd'hui encore, il y a parfois des personnes chez qui on trouve un cancer par le biais de métastases et on n'arrive pas à remonter au cancer initial. Exactement. C'est ça le demain, effectivement. On parle bien sûr de progrès et recherche, c'est essentiel. Ce qu'il est, bien sûr, tout autant, c'est l'humain, c'est ce que les femmes vont vivre, affronter, et comment on les accompagne. France Culture, carnet de santé. Marina Carrère-Dancos. Carnet de santé consacré au cancer du sein, à sa prise en charge médicale et humaine. On en parle avec le professeur Anne-Vincent Salomon qui dirige le pôle de médecine diagnostique et théranostique, vous m'aidez pas avec ça, de l'Institut Curie. Une émission préparée par Anne-Claire Bazin avec à la réalisation Thomas Jost, à la technique Jean-Guilain Meige et Ruben Kermazine à la vidéo. Alors je disais, le progrès médical c'est essentiel. L'humain évidemment est plus qu'à considérer dans cette bataille que vont mener ces femmes. Certaines vont devoir subir l'ablation d'un sein, une mastectomie. Beaucoup vont perdre
perdre leurs cheveux, sans parler de la fatigue, des nausées, de la peur dont on a parlé. Les relations aux autres, notamment avec le conjoint, la sexualité, tout ça peut être compliqué. En quoi c'est essentiel, parce qu'on le sait aujourd'hui, hein, de les accompagner? C'est essentiel parce qu'il faut que le cancer ait la place la plus petite possible et que la femme puisse continuer à vivre le plus normalement possible. Et véritablement, si le parcours de soins, d'ailleurs ce mot veut bien dire ce qu'il veut dire, et on essaye de faire en sorte que les patientes comprennent les différentes étapes qui les attendent en fonction de leur situation précise à elles. Le professeur Paul Cotu a mis en place un parcours, PACOM, le nom qu'il lui a donné, pour les femmes atteintes de cancer métastatique. Et là, il faut bien que les patientes comprennent qu'il va y avoir, en fonction de la biologie de la tumeur, une stratégie de traitement. Et là, quand même, on est à un moment extraordinaire où se déploient des quantités de nouveaux traitements. Pour les cancers triple négatifs, les immunothérapies. Donc c'est les cancers sur lesquels on ne trouve aucun récepteur qui permettent d'agir avec une hormone, par exemple. Exactement. Et qui étaient longtemps des cancers pour lesquels on butait sur... On n'avait pas de stratégie de traitement intelligente. Maintenant, on a l'immunothérapie qui vraiment améliore considérablement le pronostic de cette maladie à la phase précoce et on l'espère également au stade métastatique. On a les inhibiteurs qui cherchent à profiter de la faiblesse des cellules tumorales sur la réparation des anomalies au niveau de l'ADN. Ça s'appelle les inhibiteurs de PARP pour les triples négatifs. Et puis toutes les molécules qui vont utiliser un marqueur à la surface des cellules tumorales pour rentrer comme un cheval de Troie une chimiothérapie à l'intérieur des cellules tumorales. Et donc là aussi, c'est personnalisé. C'est très personnalisé parce que ça va être l'expression de la cellule tumorale de cette femme-là. Et donc, pour des quantités de raisons, on a de plus en plus de possibilités thérapeutiques. Donc ça, c'est quand même un bel espoir. Mais ensuite, il faut pouvoir expliquer aux patientes qu'il y a déjà une première ligne de traitement lorsqu'elles sont métastatiques. Si cette première ligne ne fonctionne pas, il y aura une deuxième possibilité et une troisième possibilité. Donc laisser de l'espoir. Laisser de l'espoir et accompagner au fur et à mesure. Alors, depuis quelques années, ça fait moins de 20 ans en fait, existent les soins de support. C'est quoi exactement, par exemple, que propose l'Institut Curie? Les soins de support, c'est quoi pour aider les femmes à mieux vivre? Alors, depuis très longtemps, on sait par exemple que le sport améliore considérablement déjà le pronostic et améliore la fatigue. Donc, il réduit le risque de récidive. Et réduit considérablement le risque de récidive de l'ordre de 25 à 30% pour les cancers du sein tout particulièrement. Donc c'est véritablement comme une prescription médicale. Et donc on propose du sport adapté. Et là où l'Institut des cancers des femmes va essayer de mieux faire, c'est qu'on va essayer d'encore mieux proposer un parcours d'accompagnement des soins de support. Ce n'est pas que le sport, c'est aussi un accompagnement grâce à un sexologue qui va aider la femme à mieux vivre sa sexualité si tel est son désir et son besoin. C'est améliorer aussi son humeur, son état psychologique, l'état de sidération initiale étant passé, comment on peut l'aider à aller mieux. Donc il y a des oncopsychologues, des oncopsychiatres. Prise en charge vraiment complète. Globale. Et il faut mieux faire, on en est bien conscient. Il y a des initiatives, bien sûr, partout en France. Et c'est sur le réseau Unicancer, auquel nous appartenons aussi. Et on est très fiers de ça. Et il faut comprendre que c'est le service public Unicancer, les centres de lutte contre le cancer sont des véritables hôpitaux publics dans lesquels on est dans une prise en charge pluridisciplinaire. Et il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire jusque même après traitement, parce qu'il y a une solitude de l'après que décrivent nombre de patientes. Je voudrais que vous écoutiez le témoignage sur France Culture en 2016 de Bénédicte Pontet, qui est artiste peintre, qui a appris à 39 ans qu'elle avait un cancer, vous en parliez, dit triple négatif, donc jusqu'il y a peu de mauvais pronostics. Elle a subi de nombreux traitements, dont une ablation des seins, et aujourd'hui elle est toujours en phase de reconstruction. Écoutez-la. On est sorti dans le sens où le cancer est plus là. En même temps, la reconstruction, elle est longue physiquement, parce que reconstruire un sein, je crois que c'est très compliqué en fait. Et puis il faut se reconstruire psychologiquement, c'est pas évident, parce que l'image de soi, elle s'en est pris quand même plein la figure. Moi, mes seins, jusqu'à un moment récent, je ne pouvais pas les montrer. Et puis c'est tout. Après, on est ménopausé à 40 ans, ce qui est quand même super violent. Finalement, pour tout votre entourage, c'est fini, tout va bien, etc. Les médecins, on se revoit que dans 6 mois. Mais là, on est toute seule, avec un corps bien abîmé quand même. Et là, ça fait une dépression. En tout cas, moi, ça a été dur après.
Voilà, il ne faut pas lâcher, il faut aller jusqu'au bout et accompagner ces femmes jusqu'au bout. Mais il faut toutes les accompagner. On sait que ces soins de support ne sont pas possibles partout en France. Il faut bien dire qu'il y a une inégalité dans ce domaine pour les femmes en France. Et ça ne concerne pas que les soins de support, ça concerne aussi l'accès aux soins en général, la prise en charge médicale. Vous dites que ces inégalités demeurent, voire grandissent. Qu'est-ce qu'on peut Oui. faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, je crois que la bonne nouvelle, c'est que le nombre des étudiants en médecine va enfin véritablement augmenter, mais il va y avoir un gap en attendant que nos jeunes collègues soient formés. Les associations de patientes font un travail absolument fantastique. Il y a des associations en réseau, en ligne, hein, comme Patients en réseau. Il y en a des quantités. Le collectif Triplette Rose, par exemple, qui est formidable. Pour, en fait, il y a Jeune et Rose. Il y a de nombreuses associations de patientes. C'est également une prise en charge, en fait, globale et sociétale. Et donc, je pense que déjà, le fait d'en parler est extrêmement important. Donc, la mission également d'information que vous tenez. Mais c'est vrai que l'accès aux soins, ça va être véritablement le problème numéro un. Soignants, médecins et les soins de support aussi, bien évidemment. Et que, par exemple, toutes les thérapies innovantes qui arrivent ou qui vont arriver, toutes les femmes y aient droit. C'est pas Absolument. possible, c'est pas possible qu'il n'y ait pas tout de droit. Et les associations de patientes se battent pour qu'en France, on ait accès à de l'innovation thérapeutique rapidement et qu'on ne soit pas retardé par rapport à nos pays voisins. Et qu'il n'y ait pas aussi, notamment par exemple pour les traitements que l'on donne après un cancer pour éviter la récidive, qui donnent des effets secondaires et on donne des traitements pour réduire ces effets secondaires qui ne sont pas pris en charge. Il y a un reste à charge pour les patients et c'est pas possible qu'il y ait ces inégalités. Absolument. Je voudrais qu'on ait un mot positif quand même pour Oui. parce que on sait que les femmes peuvent réduire leur risque de survenue d'un cancer du sein Oui. avec une bonne hygiène de vie. Alors, je ne parle pas de celles qui ont un risque génétique, hein, mais les autres, Oui. les femmes. Qu'est-ce qu'on peut adopter comme hygiène de vie, au moins pour essayer d'être actif? Ouais. Mais même celles qui ont un risque Bien génétique, sûr. même d'autant plus, eh bien, en fait, c'est comme les risques cardiovasculaires et le risque de cancer du sein ont les mêmes facteurs de risque. Donc, en fait, on fait d'une pierre deux coups. Bien sûr, bouger, prendre toutes les occasions de bouger, danser, faire du vélo, marcher. Ensuite, une alimentation la plus saine possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est de limiter la quantité, privilégier de manger plus de fruits, plus de légumes. Bien sûr, ça a un coût. Donc ça, c'est Bien sûr, évident. encore une inégalité. Voilà. Et après, il y a quelque chose de assez simple à faire, mais ça fait jamais plaisir quand je le dis, mais c'est important de le savoir. 8000 cancers du sein sont probablement liés à une consommation d'alcool excessive. Et à consommation d'alcool excessive, c'est plus de 7 verres d'alcool par semaine, ce qui va assez vite. Donc, on peut faire facilement attention à cela. Et déguster un bon verre de vin de temps en temps, avec ses amis, en famille, avec bonheur, avec plaisir, ça c'est bon évidemment, mais point trop n'en faut. Voilà. On n'oublie pas surtout le dépistage, peut vous sauver la vie. Suivez les conseils de votre médecin, soyez suivis régulièrement, bénéficiez du dépistage qui vous est proposé. Vous ne mettez pas à la poubelle les courriers que vous recevez, même si ça ne ressemble pas forcément à des courriers médicaux, mais c'est important. Merci beaucoup d'avoir été là pour nous éclairer. Prochaine émission, on parlera de santé mentale qui a été déclarée grande cause nationale pour l'année 2025 par le nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Vous verrez que les besoins sont absolument immenses. Parce que la santé mentale va mal en France et parce que la prise en charge de cette santé mentale va mal aussi. On en parlera avec le professeur Antoine Pellissolo qui est psychiatre. Merci beaucoup.